Si on écoute le discours de Nvidia, ils te disent pas ça, quoi. Hein. On en reparlera d'Nvidia. Le plus dur, c'est lever des fonds. Et ça a planté des milliards de fois au dernier moment. Ouais, les cheveux blancs, je les ai chopés comme ça. Ouais. Il y a énormément de sociétés qui ont levé en 2020 et 2021. Et comme par hasard, celles qui ne lèvent pas aujourd'hui, c'est celles qui n'auraient jamais dû lever à l'époque. J'ai rien compris. Hola hola amigos et bienvenue dans ce hors-série de Silicon Carnet. Cet été, j'ai décidé de poser mes bagages ici dans les locaux de Exa qui sont magnifiques et vous faire découvrir ceux qui font la tech en France. Je voulais remercier nos deux partenaires, KPMG Pulse et Notion, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Allez, on retrouve mes invités. Ils sont où? Par là? Là-bas. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir à mes côtés Erfan Arwani, qui est le CEO et cofondateur de Biomemory. J'ai aussi Julien Tchernia, qui est le cofondateur et le CEO de Équateur. Et celui qu'on ne présente plus, Marc Ménassé, la star absolue de la French Tech. Grosse pression. Grosse pression, serial entrepreneur, investisseur chez Founders Future. Et puis plein d'autres choses. Parce que moi j'ai découvert des trucs, parce que comme j'ai quitté la France depuis 15 ans, j'ai découvert que depuis tu avais fait plein de trucs. Madines aussi, tu as Seulement actionnaire. Ouais, mais tu es quand même très investi dans Madines. Et puis SoWeFund également. Donc tu es aussi actionnaire. On a racheté l'année dernière. Que vous avez racheté l'année dernière. Et on a eu la chance de financer Équateur plusieurs fois. Donc vous me connaissez en fait. SoWeFund nous a sauvé la vie une fois et on s'est bien marré une deuxième fois. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'émission parce que vous m'avez dit qu'en fait vous ne regardiez pas Silicon Carnet. Un petit peu Erfan, mais sinon pas vous en fait. Donc je vous ai demandé de choisir chacun un thème, une actualité sur laquelle on va revenir. Enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on va revenir et on va débattre ensemble. Vous avez aussi l'Hacienda qui est là, qui est la communauté des fans de Silicon Carnet et qui à tout moment peut se lever et vous poser une question. Donc soyez prêts. Par contre, vous restez assis pour répondre aux questions. À la fin de l'émission, je vous ai demandé de réfléchir à une anecdote, une vraie, une fausse. Et l'un d'entre vous mentira, donc nous donnera une fausse anecdote. Et on va jouer à un petit jeu, il va falloir qu'on trouve entre nous qui est le menteur. C'est la séquence qui ment. Go yourself. Mais avant ça, j'ai fait un petit tour sur vos réseaux sociaux et j'ai regardé un petit peu votre actualité. Et j'avais envie de revenir sur ce que vous avez posté dans les réseaux sociaux. Alors, je voulais commencer avec toi, Erfan. Alors, comme je t'ai dit, je suis fan de Erfan. On peut se tutoyer? Oui. Ouais. Sympa. T'es lourd. Mais merci. J'ai regardé en fait ce que tu fais parce que je connaissais pas du tout ta boîte. Ça fait du DNA storage. Alors, je t'avoue que j'ai pas tout compris. Donc, il va falloir que tu fasses encore un exercice pédagogique et que tu nous expliques. Mais je trouve quand même assez fou d'aller stocker de l'information sur l'ADN. Comment est-ce qu'on se lève un matin et on se dit « Tiens, je vais stocker de l'info sur de l'ADN » Je pense qu'il faut poser la question aux chercheurs, parce que c'est pas moi du tout qui ai eu l'idée. Je suis juste le CEO et cofondateur de l'entreprise. Attends, tu es le CEO et le cofondateur, c'est pas toi qui as eu l'idée? Non. Moi, je valorise pas tant que ça l'idée. Ils cherchaient un CEO, un cofondateur, et ils se sont dit « Tiens, viens là ». Ah ben, ils bossaient sur un sujet hyper intéressant. Il y a un fonds d'investissement qui arrive, qui a dit ça serait bien de créer une start-up. Ils disent très bien, on veut créer une start-up, mais on ne sait pas faire CEO. On cherchait un CEO. Donc, ils m'ont trouvé. Alors, explique-nous justement, c'est quoi Biomemory? Alors, Biomemory, c'est quoi le problème que vous réglez? Plus largement, on fait de l'informatique moléculaire. Okay. Ah mince, ça y est. D'accord, super. Ça y est. Dis-toi que ma mère écoute ce podcast, hein, donc si tu lui dis que tu fais de l'informatique biomoléculaire... Ta mère utilise de l'informatique dite électronique. Donc électronique, électrons, des particules. Donc c'est une informatique un petit peu instable. C'est une informatique, comment dire, c'est comme si tu utilisais une Ferrari pour labourer ton champ. Okay. C'est pas fait pour toutes les tâches. Et on a un petit problème depuis quelques décennies, mais ça s'est accentué ces 10 dernières années, c'est qu'on en veut de plus en plus. Les capacités en électronique, que ce soit sur le calcul ou le stockage, c'est devenu un problème. Rien que sur le stockage, on multiplie par 2 nos besoins tous les 3 ans. Okay. Donc ça, on appelle ça une exponentielle. Et en industrie, l'exponentielle, on ne sait pas la gérer. Enfin, on sait la gérer au départ et ensuite on ne sait plus la gérer. Et donc l'électronique, on a tenté de miniaturiser pour
toujours mettre un peu plus de capacité, mais là, on arrive à un moment où les transistors coûtent plus cher. L'électronique, c'est les transistors. Hein. Oui, si on écoute le discours de Nvidia, ils te disent pas ça, quoi. Hein. Ils ne sont pas en train de raconter ce que tu dis. On en reparlera d'Nvidia. D'accord. Et donc, les géants de la tech, principalement du Microsoft, cherchent des alternatives. Alors pourquoi Microsoft? Parce que c'est eux qui possèdent le plus de terawatts de data center sur Terre. Et parmi les solutions, c'est donc aller sur du moléculaire, parce que moléculaire, ça a pas mal d'avantages, parmi lesquels une très forte miniaturisation possible. On peut être 10 millions de fois plus dense en faisant du moléculaire. Ça peut être très peu énergivore. Ça va plaire à Julien. Ouais, c'est très durable. Alors, vous avez tous en tête vos clés USB qui tombent en panne. Vous ne savez pas relire tous les fichiers au bout de quelques années. Si tu utilises du moléculaire, tu as plus de problèmes. Et en particulier avec une molécule qu'on n'a pas inventée, là, tu vois, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est la nature elle-même qui a inventé il y a presque 4 milliards d'années une molécule géniale, donc l'ADN, qui est un polymère d'acide nucléique, ça c'est pour ta maman. Mais grosso modo, c'est une répétition de lettres, et quand on répète les choses, ça veut dire qu'on parle peut à l'informatique. encoder les choses. Ouais. Et donc on va convertir des 0 et des 1 en une suite de lettres d'ADN, donc les fameuses lettres ATGC, pour encoder un peu n'importe quel type de données. D'accord. Mais tu parlais d'une clé USB. Je vois bien une clé USB, je vois à peu près ce que c'est, quoi, en fait. Mais quand tu me parles de molécules, je me trimballe avec quoi, en fait ça ressemble à quoi? Je montrerai, j'ai amené. Génial. J'adore emmener les goodies. Ok. Donc ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une DNA card pour la caméra. Voilà. C'est cette petite chose. Et d'ailleurs, j'ai eu la question il y a 5 minutes. Ça peut contenir quoi? Mais ça contient combien? Ça peut contenir 1 pétaoctet. What? What? No way. C'est pas mal, hein? Ok. Ouais, pas toute la carte, hein, juste la chip. D'accord. Et c'est encodé sur une séquence ADN, en fait, Oui. qui est dans cette carte-là. Oui, alors tu as des micro-puits, tu en as 1 million. Donc tu imagines qu'on fait des petits trous avec un laser sur une surface type plastique. Et dans ces petits trous, on va mettre des molécules d'ADN. Et ça prend aucune place, hein, c'est très très dense l'ADN. Marc, t'as investi chez eux? Ah non, mais là, Là, c'est voyagé... clair. Non, là, j'ai voyagé, si en tu fait, veux. quoi. C'est-à-dire que non, mais j'ai voyagé. Ouais. Je veux dire, de A à Z, déjà, il s'est très bien pitché. Ouais, c'est très bon. Voilà. Ouais. C'est un réel problème. Ouais. Et en plus, il nous prend par les sentiments sur toute cette partie moins énergivore. Ouais. Qui est un enjeu monstrueux parce que j'ai écouté ce matin, les GAFA ont multiplié par 2 leur émission de CO2 entre 23 et 24. Que à cause de l'IA. Ouais. Donc on est en plein dedans là. Vous avez levé des fonds? On est en train de clôturer, il reste pas beaucoup de place, donc si tu veux venir, bon, ok. C'est possible. Arthur, Tu sais, on est quand même assez réactif chez Founder Structure. Ouais, c'est notre ADN. Nous aussi, moi je crois qu'il me reste un peu là sur le dernier trimestre. On a même mis Donc, un vous levez SPV quoi? en place. Vous levez combien? Vous levez quel tour? 15 millions, Serie A. Ok. On a 14 millions de commits là, tout de suite. Mais ça arrive assez vite. 50-50. 50-50. 50-50. Voilà. Non, écoute, c'est super. Merci de faire Bravo. ça. Ouais, bravo, quoi. Félicitations. Ah oui, bravo. C'est super impressionnant. Juste une question. Quand tu parles de ça, moi je viens de la Silicon Valley, j'habite à San Francisco, je me demande, mais qu'est-ce que vous faites ici à Paris? Oui, la food chain est là-bas. Ici, c'est très intéressant pour la partie biotech. Je pense qu'on a les meilleurs chercheurs du monde en biologie moléculaire, en biologie de synthèse. Donc, toute cette partie-là, qui est partie cœur chez Biomemory, il vaut mieux qu'elle reste en France. Toute la partie système, électronique, parce qu'il y a quand même de l'interface électronique, c'est très intéressant de bosser avec les Américains et quelques Asiatiques. Si vous suivez l'actualité tech, vous aurez remarqué que la période est assez difficile pour les startups. Plus que jamais, les fondateurs ont besoin de partenaires fiables et compétents qui les accompagnent et qui les conseillent au quotidien. Quand on a réfléchi à un partenaire pour ce hors-série de Silicon Carnet, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une entreprise qui soit solide et qui accompagne les startups dans les bons et dans les mauvais moments. Et on a immédiatement pensé à KPMG Pulse. Je vous propose, avec ce petit clip, de découvrir comment KPMG Pulse accompagne les startups au quotidien. KPMG Pulse accompagne les startups et scale-up de tout secteur, partout en France, au quotidien comme sur les sujets de croissance. KPMG Pulse, partenaire de toutes les startups.
Bon, Julien, j'ai fait un tour sur ton LinkedIn. Alors, à un moment, je me suis cru sur la page de Sandrine Rousseau. D'accord. Et t'étais en train de te faire un barbecue, tu t'es dit... J'étais en train de me faire un barbecue, tout d'un coup, je me suis mis à culpabiliser avec mon entrecôte, quoi, en fait. Et j'étais en train de préparer cette émission. Bon, inutile de te demander ce que tu as voté le week-end dernier, quoi. En fait, c'est à peu près obvious. Non, je te dis ça parce qu'en fait, venant de la Silicon Valley, nous, on n'a absolument aucune conscience écologique dans la Silicon Valley. Tu le disais, les GAFAM ont multiplié par 2 ou par 3 leur consommation énergétique. Et quand je parle avec des entrepreneurs dans la Silicon Valley, ça a l'air de déranger personne. Moi, quand je lis ton LinkedIn, j'ai l'impression que toi, ça te dérange énormément, quoi. Tu parles tu es convaincu que la transition énergétique est non seulement une nécessité environnementale, mais une formidable opportunité de création de valeur pour notre pays. J'ai envie de te poser quand même la question que, bon, là, on enregistre cette émission entre les 2 tours, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, bon, on est quand même mal barrés, les gars. Est-ce que ça va être encore le cas, en fait, la semaine prochaine ? Écoute, je sais pas du tout ce qui va se passer, quel ministre de tutelle on va avoir. On en a même plus déjà avec le gouvernement actuel. Il faut pas oublier qu'il n'y a plus de ministre de l'énergie depuis le mois de décembre. On a maintenant le ministre de l'économie qui est aussi actionnaire de mon concurrent principal. Donc évidemment, ça simplifie beaucoup les relations. En tous les cas, les programmes qu'on a vus, ça donne pas envie. C'est des programmes, au-delà du renouvelable ou pas renouvelable, c'est des programmes qui sont très rétrogrades. Tu vois, c'est comme si on disait, ben maintenant, la photo numérique, ça suffit, on va revenir à l'argentique parce que Kodak, c'est ça qui était bien. Ouais. Tu vois, bah ouais, bah en fait, c'est mort. En fait, tu fais une digue et elle va péter, quoi. Non, c'était mieux avant, quoi. En fait, c'était mieux avant. Et je me souviens d'un âge d'or et l'âge d'or futur doit être le même que le passé. Et ça, pour moi, ça marche pas. Et donc, croire en ça, c'est se tromper. Et se tromper, ça va nous mettre tous en grande difficulté économique en France parce que ça fera exploser le prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a loupé, Marc, dans cette Startup Nation, que justement cette nation n'ait pas compris ces enjeux, que ce soit sur de la technologie. Ils vous considèrent, on en parle, je fais ce hors-série, c'est-à-dire je débarque de la Silicon Valley pour rencontrer l'écosystème de la French Tech. Et moi, je viens de Limoges. Donc je suis aussi, tu vois, de la France profonde, et ils considèrent que les startups de la French Tech ne sont que des enfants gâtés de Macron, que vous avez reçu beaucoup d'argent, que vous avez fait des trucs qui n'étaient pas forcément utiles, et que cette conscience écologique, bon, ça les gave, qu'en fait, et on n'a pas compris. Qu'est-ce que la French Tech, elle a loupé ? Déjà, moi, je suis désolé, j'aime mon pays, et je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Tu vois, quand je vois, je suis assis avec vous aujourd'hui, j'ai une vraie fierté. D'être français, d'avoir des entrepreneurs français, des innovations aussi exceptionnelles. Il y en a un qui révolutionne la consommation d'énergie, il y a l'autre qui est en train d'innover et qui va bouffer le monde. Franchement, c'est exceptionnel. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. L'ère Macron, qui a commencé quand il était au fond ministre de l'économie, mais qui a juste vu cette opportunité de marché, de développement et de rayonnement de la France. Mais il l'a vu pourquoi ? Parce qu'on avait commencé bien avant. Tu te rappelles, en 2012, quand on a lancé les pigeons, ensuite on a lancé France Digital, ni plus ni moins que pour mettre le halo, en fait, sur une équipe d'entrepreneurs qui faisaient des choses super et qui créaient de la valeur. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'étaient pas là avant, il faut se rappeler que la French Tech, qui n'était pas la French Tech, qui n'existait pas, les réunions, elles ressemblaient à des réunions photocopieurs au siège du MEDEF, qu'en fait, avec des gens avec des cravates et qui étaient des sortes de comptables, quoi. En fait, c'était ça, quoi. En fait, là, ce qu'on connaît aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est une révolution par rapport à avant 2012, quoi. En fait, c'est pour ça que je me suis barré, hein, moi en particulier. Hein. Oui, c'était une révolution parce qu'on confondait un peu web et informatique. Voilà, exactement. Tu vois, à l'époque, c'est une réunion d'informaticiens. Voilà. Alors que nous, on innovait avec des vraies innovations technologiques d'usage et on faisait pas de l'informatique. L'informatique, c'était un moyen, pas une fin. Est-ce qu'on n'a pas non plus utilisé cette French Tech pour faire des émissions que je vais qualifier de à la con, donc qui veut être mon associé ou des trucs comme ça, où on a donné une image qui est essentiellement basée sur l'argent, en fait, sur l'investissement. On a parlé de beaucoup de millions investis dans la tech. Erfan, il dit je suis en train de lever 15 millions. Le mec qui est à Limoges et qui lui arrive pas à boucler ses fins de mois, il a du mal à comprendre que quelque part l'État, puisque c'est aussi de l'argent de l'État, quoi, ça vient des fonds d'investissement qui sont largement financés par la BPI et des choses comme ça, donc avec l'argent du contribuable,
aille donner 15 millions. Moi, je le comprends absolument. Je pense que c'est essentiel qu'on donne 15 millions qu'en fait à Airfan, mais ils ont du mal à comprendre ça. Ouais, enfin, on ne donne pas 15 millions à Airfan, pas on donne donné. 15 millions à une société qui tu as raison. va employer Bien évidemment. plein de gens. Ils vont pouvoir combien avoir, aujourd'hui on est 18, ils vont Ouais. pouvoir avoir leur métier, progresser avec nous. On a des gens ravis d'être là. Et on les donne pas, hein, tu vends des actions. Oui, et en plus j'échange ça contre des actions d'entreprise. Tu vends des actions 15 millions d'euros. Donc non, j'ai pas du tout l'impression de profiter de l'argent public. Au contraire, et moi je suis très précautionneux avec cet argent. On doit tous bosser dans la même direction, une seule vision. Et il n'y a pas 15 millions de fils de pute qui votent pour le RN et 15 millions d'autres qui votent pour je ne sais quoi, antisémite ou pas. Pour moi, ça serait intéressant de regrouper tout ça. Une seule bannière, des citoyens français, des gens en France qui veulent faire des choses, qui travaillent ensemble dans une seule direction. Enfin, vraiment, je pense que c'est un truc simple que je viens de dire, un peu naïf, un peu je suis pour la paix et pas la guerre. Ok, je comprends, mais je pense qu'on perd doucement. Et tu de vue comprends que ces par exemple choses-là. une boîte comme Mistral qui vient d'annoncer une levée de fonds de 640 millions et qui emploie combien de personnes? 38 personnes en France, quoi. C'est compliqué, quoi, expliquer à la France qu'en fait que tu dis Marc, ça crée des emplois, des choses comme ça. Ils le voient pas les gens, quoi, en fait. Ça. Mais je pense que Mistral, c'est pas un bon exemple. Ouais. Et je pense qu'il faut aller au contact des gens pour leur monter des vrais exemples. Mhm. Voilà, je sais pas, tu prends, nous on a la chance d'être actionnaire de Yuka. Yuka, c'est une société rentable depuis plusieurs années qui arrive aux US. Qui arrive aux US, qui a beaucoup, comme tu le sais, de succès aux États-Unis, qui est né à Station F, dans un écosystème qui était assez naissant des startups et qui a fait en sorte de tordre en 12 toute l'industrie agroalimentaire, ouais. Voilà, et de l'hygiène et du FMCG. En ayant un véritable impact, en montrant quelque chose que les gens ne voyaient pas, c'était est-ce qu'un produit alimentaire était bon ou pas bon. Ouais. Et c'est utilisé par plein de gens. Et en fait, je pense que, tu vois, moi, je vais beaucoup en région, très souvent, dans les French Tech régionales, au contact de dirigeants, de PME, de TI et de start-up, pour justement montrer à quel point c'est bon d'investir dans l'économie réelle. Donc, on a racheté chez Founders Future SoWeFund pour en faire notre bras armé dédié au retail. Alors, tu me tends une perche absolument. Alors, prends-la. Génial. Parce que, en fait, aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup moins de réticence. Tu vas me dire, chacun ses tabous. Les États-Unis ont leur propre tabou que nous, on n'a pas. Mais en tout cas, il y a un tabou qu'ils n'ont pas, c'est celui de l'argent, effectivement. Mais à la différence, en fait, avec la France, et je trouve très bien ce que vous faites avec SoWeFund, c'est que aux États-Unis, les gens sont impliqués dans le succès de la tech parce que leur retraite en dépend. Les hedge funds, quand on parle des hedge funds, on ne sait pas de quoi on parle, c'est la retraite. C'est par exemple les pompiers de San Francisco qui réunissent un capital et ce capital, ils vont l'investir dans la tech. Ils sont LP chez Sequoia, chez Andreessen et ils ont tout intérêt à ce que les startups réussissent. Et puis il y a aussi le marché public où les individus, individuellement, se mobilisent, achètent des actions et quand ils voient Meta ou Microsoft ou Nvidia grimper en bourse, ils en sont très heureux parce que leur retraite en dépend et qu'ils n'attendent rien du système. Ce que je trouve intéressant, c'est que on n'a pas cette culture en France. On va épargner sur un plan épargne un peu XY, quoi, en fait. SoWeFund commence à créer un petit peu cette quelque part cette dynamique, ce réflexe en fait de dire bah non, les individus, vous aussi vous pouvez participer au mouvement et participer, ça veut dire aussi être intéressé finalement. Écoute, je bois du petit lait quand tu me dis ça, parce qu'en fait, pourquoi on fait le move dans SoWeFund? En fait, ce qu'on a fait à la base avec Founders Future, c'est créer un objet, donc un véhicule d'investissement dédié à des entrepreneurs, des familles et maintenant des investisseurs institutionnels, professionnels. On rejoint tout ce petit monde, mais ça reste très professionnel dans un milieu très sophistiqué. Et puis on voit que dans les entreprises qu'on finance ou pas, ou qui sont financées par des co-investisseurs, il y a plein d'entreprises, notamment en consommateur, en consumer, donc en B2C, qui pourraient rentrer dans un modèle un peu mutualiste. Il y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux qu'en fait faire, entre guillemets, croquer tes utilisateurs, tes clients à la création de valeur que tu es en train de faire. Et c'est ça ce qu'on veut faire et industrialiser, si tu veux, avec SoWeFund, en étant extrêmement professionnel dans l'approche, donc en faisant investir le retail et les personnes physiques pour prendre part à ce succès
mais de la manière la plus professionnelle qui soit, donc aux côtés d'investisseurs professionnels, en ayant une due diligence qui soit j'ai vu, super là, vous haut avez niveau. fait une vidéo avec Pixmania, Voilà. où on voit Xavier Niel qui explique que lui va investir, etc., et qui invite finalement le grand public à participer, Investir à le aux mêmes rejoindre, conditions. à co-investir. À co-investir aux mêmes conditions. Et ça, c'est vachement intéressant parce que souvent, on a l'impression que l'investissement dans les startups, c'est un petit peu une sorte de petit meurtre entre amis. C'est toujours les mêmes qui se passent les deals, c'est très secret. On n'a pas le besoin, on n'arrive jamais à participer à ce truc-là. Et comme dit Irfan, quand il lève 15 millions et si la BPI participe à ce tour-là, il faut expliquer à la France que c'est la France qui investit, c'est que le contribuable, effectivement, devient actionnaire d'une société géniale comme celle que. Oui, et puis tu Irfan sais, nous a les expliqué, produits quoi. financiers vendus par ton banquier, c'est des produits qui, au fond, sont assez opaques. Ouais. Et donc, du coup, là, on fait investir dans l'économie réelle, dans quelque chose que tu utilises, ou une innovation, un produit que tu utilises, ou une innovation dans laquelle tu crois, parce que tu as vu un entrepreneur pitcher. Tu vas investir avec très peu de fees à l'entrée. Du carried, pour ceux qui connaissent pas le carried, c'est une commission de surperformance, donc avec, je dirais, des intérêts hyper alignés. Voilà, en toute transparence, puisque tu as accès à la documentation, tu as accès au reporting, tu peux Tu sais toi-même. que ça, c'est un truc qui n'est pas possible aux États-Unis. On a le statut de accredited investors qui fait que l'individu, le retail, peut aller acheter du bitcoin et se casser la gueule. Ça, c'est absolument autorisé, mais ne peut pas aller investir individuellement à moins d'être accredited investor. Ça veut dire de gagner 200 à 300 000 $ par an ou d'avoir $1 million de capital. Bah, moi, je considère que la transparence, c'est la meilleure façon de créer une marque financière long terme. Ouais. Tu vois, donc c'est au cœur du projet qu'avaient déjà développé Benjamin et Georges, les fondateurs de SoWeFund, qui sont toujours aux manettes du business. Et là où on s'y est retrouvé d'ailleurs, c'est dans cette pureté qu'il y a dans SoWeFund, qui est d'avoir fait historiquement de l'equity, que de l'equity, de la tech et de l'impact. Il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de franchise de boulangerie, il n'y a pas tout ça, c'est de l'innovation et de l'impact en equity. Équateur, ça fait quoi alors? Parce que là, Moi, je peux t'en parler. Enfin, nous, et après, on va prendre la question d'Olivier dans le notre public. premier métier, c'est d'aller vendre de l'énergie renouvelable aux particuliers. Ok. La chaîne de l'énergie, elle est hyper contrainte. Tu peux pas faire de prix. Parce que c'est pas parce que tu achètes pas beaucoup de gaz à Poutine qui va te faire un prix. Le mec, il s'en fiche, tu vois. Donc, finalement, toi, tu joues, tu es commerçant, comme de la grande distribution, tu joues sur très peu d'argent. Et donc, une des idées qu'on a eues, c'est de dire, bah attends, au lieu de faire bosser des sous-traitants, on va faire bosser nos clients et rémunérer nos clients. Et donc, une des idées, ça a été, plutôt que d'aller chercher des fonds d'investissement ou des banques, on va faire des investissements participatifs. On en a fait 3. Donc, le premier avec l'UMO, c'était des obligations. Et ensuite, 2 avec SoWeFund. On va faire un autre, j'espère, début 2024. 25, ouais, je suis perdu là. Et parce que tu te dis, bon voilà, ces gens-là, ils sont clients chez moi. Équateur crée de la valeur parce qu'ils sont clients chez moi, redonnons-leur un bout. Et de la même manière, quand je dis à un client, installe un panneau solaire et je t'achète ton énergie, je te fais le chèque à toi plutôt que d'aller le faire. Quand tu as lancé tes producteur. projets qu'en fait sur SoWeFund, c'est un projet ultra écolo, qu'en fait ça a marché tout de suite, qu'en fait ça. On a battu 2 fois de suite le record de levée de fonds sur SoWeFund de France sur levée de fonds en participatif en equity. La première fois, on a levé 1 100 000 et la deuxième 1 250 000. Donc ouais, moi je considère que ça a super bien marché. Alors ça c'est super intéressant aussi parce que là aussi une énorme différence avec les États-Unis en fait, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une décorrélation finalement entre ce que les gens votent quoi finalement et puis quand il s'agit d'investir de l'argent en fait pour des projets comme celui-là, là, visiblement la population se mobilise, vous arrivez à lever plusieurs millions par rapport à ça. Aux États-Unis, on a vu un truc, tu sais, avec ESG, et ça c'était très à la mode. On a fait des produits financiers autour de l'ESG, tout le monde a sauté dessus. Et puis la bourse s'est cassée la gueule. Et puis tout d'un coup, les gens ont arrêté d'investir sur des projets ESG et ont décorrélé complètement leur portefeuille, c'est-à-dire leur investissement financier, et sont mis à réinvestir dans des trucs qui sont pas du tout ESG parce que Faut que tu vois que nous, on est ESG, on est Bicorp, on est c'était à mission parce que ça fait partie de nos valeurs, de mon associé et la mienne. Par contre, l'écologie politique est très loin de ce qu'on est nous. Et nous, notre idée, tu vois, c'est ce que tu as lu tout à l'heure, c'est qu'on peut faire du business en allant dans le bon sens. C'est très important pour moi. Qui c'est qui investit chez vous? Est-ce que c'est des écolos qui investissent chez vous ou c'est des financiers? Alors, nos clients, avec une conscience ne sont pas nécessairement des écolos. Le vert n'est pas ce qui fait le plus vendre. Alors, un peu plus depuis 2018, un peu moins depuis la crise où les prix se sont envolés. Mais jusqu'en 2018, le vert fidélise le client.
Mais les gens viennent parce qu'ils nous aiment bien, parce qu'ils aiment notre service client, parce qu'ils nous trouvent sympa, parce qu'on a un bon prix, parce qu'ils ont apprécié le site, tu vois, parce qu'ils veulent quitter leur ancien fournisseur. Le vert, c'était 2e ou 3e choix. Et puis, en plus, on est vert. Voilà. Mais ce n'est pas une motivation suffisante pour changer de fournisseur. Les gens préfèrent arrêter de manger de la viande que de changer de fournisseur que de changer de fournisseur pour acheter du verre. Et donc, finalement, tu développes un modèle où tu dis, bah non, je fais participer les gens, je leur propose plusieurs choses. Le verre, ça fait partie de mes valeurs. Je l'impose, mais sans en faire du militantisme. Et si vous venez chez moi pour le prix et pas pour le verre, je vous en veux pas, en fait. Tu vois. Et l'important, c'est que nous, derrière, bah, on fasse avancer les choses et changer les mentalités. Ok. Olivier, il a une question. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur Biomemory et Airfan, que j'ai découvert à Vivatech sur le stand du CNRS. Présente-toi Olivier, parce que c'est intéressant de savoir qui tu es. Effectivement, alors j'ai 2 casquettes majeures. Je travaille chez BPCE dans un grand groupe comme leader innovation et transformation digitale. Et puis j'aime à chroniquer en indépendant et couvrir les grands salons tech. Et donc je couvre le CES et également le Web Summit et Vivatech que je chronique sur Force.fr. Et donc j'ai érigé Biomemory comme coup de cœur en 2024. Ah, c'est voilà. Dans ma chronique post-Vivatech. Et j'aime également, comme j'ai écrit un livre Innover ou disparaître, regarder les labs et puis notamment les relations entre les grands groupes et les startups. Et là, il y a du boulot. Et là, mais il faut garder espoir, hein, comme pour la French Tech. Et là, je serais curieux de savoir, Airfan, comment une entreprise et des chercheurs au sein d'une institution publique, comment ça naît en fait et comment ça se lance hors de la sphère. Ça sort d'où? Ça sort du CNRS? Du CNRS éventuellement. Ça sort des laboratoires mixtes CNRS Sorbonne Université à Paris. Ok. Du laboratoire de biologie computationnelle. Qui c'est qui leur a dit, les gars, vous avez une start-up entre les mains? Elaya. Ok. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Franck Lescure, pour le citer. Ouais, ils sont deep tech à mort. Elaya, non, mais c'est. Mais ils n'ont pas investi. C'est une vraie fierté pour la France. Ils n'ont pas investi. Bon, bah c'est dommage pour eux parce que. Oui, c'est dommage pour vous, les gars. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Comment les chercher? Donc comment se fait le transfert en fait donc de cette sphère publique et se lance dans la sphère privée et notamment les cerveaux peut-être éventuellement et les parties prenantes? C'est des laboratoires publics. Les laboratoires publics en France, en général, c'est les universités et le CNRS. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et il y a ce qu'on appelle des programmes de maturation et de transfert technologique qui se font en général via des organismes qu'on appelle les SAT, qui sont des sociétés de droit privé, mais dont les actionnaires, c'est le public, et qui vont gérer des transferts de propriété intellectuelle comme des brevets. Et donc, ce qui s'est passé chez Sorbonne Université CNRS, c'est qu'il y a eu création de 2 brevets suite à des programmes de maturation, pré-maturation, maturation. Et Biomemory a sous-licencié, enfin, s'est fait sous-licencier ses brevets de manière exclusive, mondiale, avec option d'achat. Avant de poursuivre ce hors-série, je voulais vous parler de notre partenaire Notion, qui est partenaire de Silicon Carnet cet été. Comme moi, des milliers de startups utilisent Notion. Notion, c'est un véritable espace de travail connecté où on peut créer, partager des documents, prendre des notes, gérer des projets et aussi partager toute la connaissance de sa team. Je suis moi-même un utilisateur de Notion depuis des années. Je prépare par exemple toutes les notes des émissions sur Notion et je peux ensuite les partager avec les fans de Silicon Carnet. J'y ai aussi toutes mes fiches pratiques, mes mailings. J'utilise même la fonction CRM pour manager les opportunités de sponsoring. Notion offre aux éditeurs de Silicon Carnet 6 mois de leur nouvelle offre Plus qui inclut Notion AI en illimité pour que vous puissiez l'essayer gratuitement. Pour accéder à cette offre exclusive, connectez-vous sur ntn.so/Silicon Carnet. Sélectionnez Silicon Carnet dans la liste des partenaires en ajoutant le code partenaire précisé dans la description de cet épisode. Allez, c'est reparti. Bon, Marc, moi j'ai été sur ton LinkedIn. Ah oui, t'as trouvé quoi? Bah, c'est une autre ambiance, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Des photos, tu vas ah oui, on va les voir, je vais les montrer pendant l'émission, qu'en fait, j'ai vu que tu avais amené tes équipes de Founders Future faire des manœuvres avec les forces spéciales de l'armée de terre et les fameux dragons parachutistes du 13e RDP. Moi, je me suis demandé si tu prenais les devants, quoi, en fait, si tu préparais tes équipes, je sais pas, à la guerre civile. C'est quoi le truc? Tu veux que je te dise vraiment? Ben oui. Alors déjà, je tiens à dire que ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Ouais, là, on te voit, là, tu es dans un avion, je sais pas, là, tu t'apprêtes à sauter. On a dormi Vous avez sauté ou pas? Non, on n'a pas sauté, mais on a dormi dans un avion, en fait, voilà.
Je peux pas tout expliquer parce qu'on est sous couvert d'une sorte de secret, non pas des affaires, mais de tout ce qu'on a pu faire. Ok. Mais en fait, je considère que le quotidien de ce qu'on fait doit être quand même basé sur des valeurs autour, tu vois, du goût de l'effort. Là, on les voit, ils sont en treillis, les mecs. Voilà, du goût de l'effort, de la méthode. Garde à vous. Hein. Voilà, de la méthode. Et quelquefois, pour être très franc avec toi, on est un peu loin de tout ça dans la French Tech. Ah oui. Tu veux dire que... Ah, c'est intéressant. Vas-y, développe. Parce que on en parle souvent dans Silicon Carnet, notamment le professeur, hein, qu'on salue, qu'en fait, qui intervient régulièrement. Et il disait, il n'y a pas longtemps, il était un peu toxique, enfin, un peu acide avec la Gen Z. Il disait, mais la Gen Z, elle n'est pas capable de se mobiliser, de travailler, et elle est un peu gâtée, en fait, par justement cet écosystème d'accélérateurs où quelque part on leur apporte tout un tas d'aides, de choses comme ça, et ils ont oublié l'effort. Créer une start-up, devenir entrepreneur, ça doit être dur. Moi, j'ai l'habitude de dire que si ça fait pas mal aux jambes, c'est comme le vélo, ça veut dire que tu descends, quoi. Donc, quand tu as mal aux jambes, c'est normal. Hein. Sinon, ou tu pédales pas assez vite, ou alors tu es en train de descendre, quoi, en fait. Bah écoute, en tout cas, tu ne deviens pas un grand sportif en mangeant des compléments alimentaires. Non, ça c'est clair. Donc écoute, l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai que toutes les années qu'on a vécues ont été des années faciles. Le financement était là, n'importe qui montait son entreprise trouvait un seed, trouvait un pré-seed. Et en fait, c'est pas parce qu'on a une start-up qu'on n'est pas une entreprise. Et donc on voit aujourd'hui qu'avec le marché qui s'est refermé, plus de difficultés à trouver son go-to-market et à avancer et à créer une grosse boîte. On est revenu avant 2019 en fait. Oui, hein. non mais oui. 33% des startups en moyenne qui ont levé de l'argent en 2019-2020 sont arrivés à faire une série A. Dans les startups qui se sont créées après 2020, on est retombé à 8% qui arrivent du seed à faire une série A. En tout cas aux États-Unis, les chiffres sont beaucoup plus hauts en France. Ça a l'air d'être encore plus facile de lever en France. Pour combien de temps, j'en suis pas certain. Enfin, non, écoute, je sais pas, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a énormément de sociétés qui ont levé en 2021, enfin 2020 et 2021, qui sont des sociétés qui, au fond, n'auraient jamais dû lever. Ouais. Et comme par hasard, celles qui ne lèvent pas aujourd'hui, c'est celles qui n'auraient jamais dû lever à l'époque. Ouais. Erfan, qu'est-ce qui est dur en ce moment, en tant qu'entrepreneur? T'as mal aux jambes où? J'ai 18 personnes, des hommes, des femmes, dont des Gen Z et qui bossent super bien. Il y a 18 personnes dans mon équipe. Il y a une université, le CNRS derrière nous, il y a plein de gens derrière nous. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est d'imaginer que ça pourrait s'arrêter. Parce que ces gens-là, je ne peux pas leur enlever le projet, c'est pas possible. Et ça repose sur moi, le financement, et ça repose sur moi pas mal de macro-décisions. On ne prend pas beaucoup de décisions, on prend des décisions qui ont beaucoup d'impact sur la société et donc les personnes qui la composent. Et ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est je me réveille vraiment en disant est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est bon pour mes collaborateurs et mes collaboratrices? Ça, c'est très dur. Julien? Moi, c'est ce qui me réveille la nuit. Et ce qui te réveille la nuit. Et tu te réveilles la nuit, des fois, moi, quand j'étais entrepreneur, j'avais un petit bloc-notes sur ma table de chevet, qu'en fait, je me réveille la nuit avec des idées ou des trucs. Je me dis, il faut. Vraiment, hein, je me réveille, je mets la lampe, ma femme gueule en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'écris des trucs, je les relis le matin, c'est que des trucs qui sont complètement inutiles, quoi, d'ailleurs, que je fous à la poubelle généralement le lendemain matin. Tu disais lever de fonds, le plus dur, c'est lever des fonds. Pour moi, c'est pas mon métier, c'est pas ce que j'aime faire. Moi, j'aime bien aller voir des clients, j'aime bien discuter avec des fournisseurs, j'aime bien créer une équipe. Lever des fonds, ça a toujours été quelque chose qui a été très, pour mon associé comme pour moi, très contre nature et toujours difficile. Toujours difficile, jamais drôle, et ça a planté des milliards de fois au dernier moment. Des fois 4 heures avant la signature. Donc, les cheveux blancs, je les ai chopés comme ça. Ouais. Bon, on arrive à la dernière partie de cette émission. Je vous ai demandé de réfléchir à une anecdote. On va tous écouter l'anecdote de l'autre. On va se poser des questions. Déjà, je vous viens de se gratter l'œil. C'est un signe, ça. C'est un signe. L'oreille, très grave, très grave. Alors, on va commencer avec Marc, du coup. Alors. Ah, super. Allez, vas-y, Marc. Raconte-nous ton anecdote. Qui ment? C'est le qui ment. Mais qui c'est qui ment? C'est pas moi.
Un jour, j'ai la chance de rencontrer un président de la République, donc de la 5e République, avec qui j'ai un déjeuner. René Coty. Non, pardon. Donc, tu veux pas nous donner son nom? Non. D'accord. Et en fait, forcément, tu rentres, c'est très protocolaire, t'es bien habillé, t'as mis une cravate, un beau costume, très respectueux. Ça se passe à l'Élysée ou ça se passe... Et Il y a beaucoup de mystères, là. Hein. Et donc, je laisse un peu la discussion s'enclencher pour pas préempter les choses. Et au bout de 3 minutes, il me demande et il me dit Monsieur, vous avez gagné combien d'argent dans votre vie? Au bout de 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Donc, c'était un président de gauche. Et... qui avait un scooter. Et j'ai été scotché. Ouais. Mais vraiment, je trouvais, j'étais tellement, d'ailleurs, j'avais une expectative tellement importante du déjeuner. Je m'attendais à parler géopolitique, à avoir des anecdotes de rencontres de présidents, etc. Et au bout de 5 minutes, je me reçois cette question. Et en fait, qu'est-ce que t'as répondu? Tout s'est effondré. Et en fait, je lui dis tout le montant de dette que j'avais pris dans ma vie. Donc, je lui dis combien j'avais gagné ou combien j'avais emprunté. Je me suis focalisé sur combien j'avais dû emprunter dans ma vie. Ça peut que être vrai. Voilà. Et donc, et juste je raconte cette anecdote parce que j'ai été absolument bluffé de la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont quelque part, ils ne connaissent pas le monde des entrepreneurs ou mal. Ça les quelque part un peu, ça les subjugue. Ils ont besoin, ils ont des questions que nous entre entrepreneurs, on trouverait un petit peu. Ça et être tellement décorrélé. Ouais. À l'époque d'un entrepreneur qui est trentenaire, où il a été briefé forcément par ses équipes sur l'historique, ce que j'ai fait, etc. Et d'avoir cette question qui tombe. Et je raconte cette histoire parce que c'est une vraie anecdote pour le coup. Parce ouais. Attends, on la connaît cette technique. Il y en a d'autres qui nous l'ont fait avant. On peut pas s'attendre à ça. On peut pas s'attendre à ça. Ouais. Et voilà, et j'ai essayé de m'en tirer par une pirouette. Et d'ailleurs, j'ai pas passé un mauvais déjeuner. C'est juste que c'était extrêmement surprenant. T'as eu de la langouste au déjeuner? Le menu était hachis parmentier. Bon menu. Bon menu. Erfan, ton anecdote. Ok, alors quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours. J'étais à Toronto, je me suis posé la question de... Je vérifie sur LinkedIn si tu étais à Toronto. Vérifie. Je me suis posé la question de combien de livres l'humanité avait pu écrire. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Et... Combien de livres? Le mec, combien de livres l'humanité a-t-elle pu écrire? Ok. Je suis arrivé à 138 millions. Je fais des estimations. Je pense que c'est plutôt juste. Ok. Et après, je me suis dit, bon... À une dizaine près. Le tout stocké dans une carte de crédit. Exactement. Je me suis dit, mais ça prendrait quel espace sur un disque dur? Et donc, en fait... Il a fond. Il a fond. Ok. Et donc? Et donc, alors le texte, les illustrations, j'arrive à peu près à 1,3 pétaoctets, donc 1300 Tera pour les non-initiés. Et je me suis dit, mais ça serait génial si on a un problème sur Terre, d'envoyer toutes les données d'humanité quelque part, on pourrait recommencer plus facilement. Je vais appeler ce projet Reboot Humanity. Ouais. Et je me suis dit, on va envoyer ça sur Mars. Et j'en ai profité. T'as envoyé un message à Musk, hein? Non, moi je fais mieux que ça. Je suis allé voir la directrice des opérations de Neuralink à Toronto, qui s'appelle Siobhan Zilis. Donc c'est aussi la maman de 3 des enfants. Il a vachement bossé son truc. Oui, il a vachement bossé son truc. Il a été chercher le nom de la fille chez Neuralink. Et là, il est très très fort. Ou alors c'est vrai. Donc Siobhan Zilis, c'est la directrice des opérations de Neuralink et accessoirement la maman de... En même temps, il donne une orthographe qu'on ne peut pas aller vérifier dans LinkedIn parce que c'est imprononçable. Déjà, je ne sais pas si c'est un nom ou deux noms. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. On sait pas quoi en fait. On sait pas. Ok. Et je lui dis, voilà, j'ai ce projet, et elle me dit, ah ouais, c'est très très intéressant. Ouais, et je lui dis, j'ai créé une société, on aimerait bien envoyer ces données sur Mars, ça s'appelle Biomemory. Elle m'a dit, ouais, bien sûr, je me souviendrai à fond de Biomemory. Donc, est-ce que j'ai comme projet effectivement d'envoyer ces données sur Mars et dans une puce Neuralink. Dans une puce Biomemory, dans une navette. D'un grand industriel américain d'origine sud-africaine qui a beaucoup d'enfants. Ok. Elle t'a pas dit non mais j'ai déjà fait?
Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Non, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas de data center sur Mars. Alors, je vais vous ramener sur Terre. Moi. Julien nous ramène sur Terre. C'est quoi ton anecdote? Non, moi, je vais parler des levées de fonds parce que je vous ai dit que c'est ce qui m'a fait le plus souffrir. Et je sais pas si ça t'arrive, mais tu t'en prends tout le temps plein la gueule des investisseurs. Et quand tu les connais pas. Tu sais que la principale qualité d'un entrepreneur, c'est la résistance à la frustration. C'est ça. Et donc, je vais parler d'une frustration. Donc là, c'était la première levée. On rencontre plein de fonds. Donc, je sais pas si c'est ceux qui l'ont déjà fait. Donc, tu commences à envoyer des tas de slides. Tu as des stagiaires Sciences Po qui te disent votre projet c'est de la merde. Donc, c'est un peu. Les mecs, ils ont jamais rien fait. Agacement niveau 1. Tu as un deuxième agacement niveau 2. Oui, on comprend. On a vécu Finalement, on te reçoit dans une salle avec des mecs qui ont jamais aucun pouvoir de décision parce qu'il y a qu'une personne qui ils servent à rien. Donc, tu lui expliques le truc et tout. Tu leur expliques. Puis un jour, t'es invité dans le mec qui a le pouvoir de décision. À parler à Dieu. À Dieu, donc ils sont souvent 2 dieux ou un dieu, ça dépend. Oui, c'est des demi-dieux. Là, dans mon histoire, ils étaient 2 dieux. Mais il y avait un plus dieu que l'autre quand même. Tu le voyais dans le discours. Ça s'appelle un général partner. C'est Marc. Donc, tu vois. Non, c'est pas vrai, tu vois. Je dirais pas le nom du truc, tu vois, le mec qui. Ok. Non, je dis même pas le nom. Et donc, on arrive. C'était le copain du lever. Non, ça c'était quand on était tout seul. Il y a pas de... Et on arrive, et moi, donc mon secteur, c'est la fourniture d'énergie. Notre concurrent, c'est EDF, et on est très très décrié. C'est-à-dire que la plupart des gens, moi, quand j'étais à l'école aux mines de Paris, on m'a dit il y a 2 choses qui vont marcher, Julien, c'est le nucléaire, et non, il y a un truc qui va marcher, c'est le nucléaire, et un truc qui va rater, c'est la concurrence dans le marché de l'énergie. Tant et si bien que quand j'ai démarré Équateur, j'ai appelé mes profs des mines, j'ai dit attends, tu m'avais dit ça, est-ce que je le fais quoi? Et ils m'avaient dit non. Puis bon, finalement, on est toujours mon pote. Et tu l'as fait quand même. Et donc là, on arrive et on commence à discuter. Le pitch prend pas, les mecs sont fermés, ils regardent un peu de haut. Là, moi, je suis investisseur français, donc toi, tu es un élève et moi, je suis un prof, tu es en train de passer le bac et je te dis rien là, mais tu vois. Et au bout d'un moment, il dit non, mais moi, j'ai un pote de promo qui connaît bien le secteur et que donc j'ai on va l'appeler. Il est polytechnicien. Et on va l'appeler, le mec. Il est polytechnicien. Voilà. Et on va l'appeler. Et il y a Jean Covici qui rentre dans la salle. Ah. Et Jean Covici, si tu veux, c'est le chantre de ceux qui détestent la concurrence dans le marché de l'énergie. Et il n'est pas très fan du renouvelable non plus. Et on s'est fait déchiqueter, quoi. Parce par Jean Covici. Ouais, maintenant, je serais plus capable de lui répondre, mais à l'époque. Et donc, bah voilà. Et à la fin, j'ai fini par dire, écoutez, je suis pas là pour vous démontrer que le métier de fournisseur est un métier qui a du sens. Hein, si vous m'avez fait venir, c'est que vous en avez un. Je suis là pour vous démontrer qu'Équateur, c'est le bon truc pour investir. Si vous pensez que la fourniture n'a pas de sens, fallait même pas m'inviter, monsieur. Et je suis parti un peu vénère. Un peu vénère. Autant dire que tu n'as pas levé avec eux. Ah non, je peux pas le faire avec eux. Bon, ok, d'accord. Bon, là, c'est difficile. Hein. Moi, je sais pas vous, quoi, en fait. Ouais, tout a l'air vrai. Hein. Alors, pour toi, à ton avis, qui ment? Moi, je trouve que le nom tu vois, ça fait un peu série, tu vois, genre Heroes ou The Boys, quoi. Donc. Tu crois pas à Airfan? Moi, ouais. Alors que l'autre, il bouffe avec des présidents, il a bouffé avec tous les présidents de la 5e République. C'est réglé, quoi. Ok. Oui, c'est complètement plausible, mais je sais pas, j'y crois pas. Moi, j'ai un doute sur Marc. Lui, je le sens quand même très capable de raconter cette histoire-là, qu'en fait, et de se faire un délire à vouloir mettre la bibliothèque mondiale. Il est à Toronto pour 2 jours, il se dit une idée, il appelle je sais pas qui, la meuf, elle est grande directrice. Bon, Marc, à ton avis, qui ment? Moi, je pense que Julien, c'est totalement vrai parce qu'en fait. Oui, on sent qu'il a tellement galéré. Je la vois. J'avais les 2 mains dans les popcorn, les lunettes 3D. Mais Jean Covici, hein. Attention, il a dit Jean Covici, donc il faut que ce soit Jean Covici. Hein. Moi, j'y crois. Ah, c'est Jean Covici, ouais. Oui, tu es très fort. Alors là. Ah oui, t'as vu ça comme il m'a répondu, quoi, en fait, du tac? Mais non. Soit il est très fort. Il a remis une pièce dans la machine. Soit il vient de se... Ok, d'accord. Non, moi j'y crois. Ok. Notre histoire de Neuralink, en fait, le problème, c'est que je suis comme les enfants, j'aime bien les histoires. Et en fait, j'ai envie d'y croire. Parce que... ça serait beau. Ça serait beau. Il nous fait rêver, quoi. Et en même temps, c'est une vraie rencontre, il nous a fait voyager, quoi. Ouais. Donc moi je Poker face, hein, regardez le poker face total, quoi, en fait. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Pour les 2. Donc c'est lui qui ment. C'est toi qui mens. Ah non, j'ai pas dit que je mentais. J'ai dit je parle pour vous. Non, mais toi, tu dois dire qui ment. Ah, mais pour moi, il y a personne qui ment autour de la table. Ah non, si, il y a quelqu'un qui ment. Un de vous 3 ment. Ah, t'es sûr? Alors ça, si tu viens de faire ça, c'est encore formidable parce que c'est une façon de dire ce n'est pas moi qui ment parce que je pensais que tout le monde avait une anecdote vraie, quoi, en fait. À ton avis, qui ment? Entre lui et lui, c'est qui ment? Je le sens plus dans le mensonge.
Ok. Donc, pour l'instant, 2 contre Irfan. Alors, je vais donner mon avis. Donc, vous êtes tous les deux en pensant que Irfan ment. Ouais. Moi, je pense que lui est un sacré bon joueur, qu'en fait. Et que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, qu'en fait, est se planquer, et que je pense que c'est Marc qui ment. Irfan, tu penses que c'est qui? C'est clairement Marc qui ment, parce que l'expérience avec les investisseurs, celle-là, et se faire démonter par Janco, je trouve ça génial. Alors, qui d'entre vous mentez? Faut le dire. Personne n'a menti. Si, non, mais... moi j'ai menti, monsieur. Incroyable. Bravo. Énorme. Bon voilà, c'est la fin de Silicon Carnet. Hasta luego amigos, on se retrouve la semaine prochaine.